Cet été, le box-office a tremblé devant le succès planétaire de F1. Près de 3 millions d'entrées rien qu'en France, plus gros succès de la carrière de Brad Pitt, mais surtout, c'est devenu le film de sport le plus rentable de tous les temps. Et pour le coup, c'est normal. Sport et cinéma partagent tout du spectacle épique. Ses héros, ses plot twists et des milliers d'inconnus qui viennent les regarder. Logique donc que les cinéastes se soient appropriés le thème. Prenons Raging Bull et 4-0 par exemple. Les deux mettent en scène du sport, boxe et foot, mais on sera d'accord pour dire que ces deux films n'ont rien en commun. Jamais ça vous viendrait à l'esprit d'embrayer sur 4-0 quand quelqu'un vous parle du drame qu'est Raging Bull. Le film de sport est sûrement le genre le plus hétérogène du cinéma. On passe du biopic à la comédie musicale en trouvant son compte avec du film futuriste, de l'animation et même avec des disciplines qui n'existent pas. Quand Challengers sort l'année dernière, les recherches pour des leçons de tennis ont augmenté de près de 250% sur Google. Même chose avec le jeu de la dame, après la sortie de la série, les recherches pour des plateaux d'échecs ont explosé sur eBay et le site chess.com a vu son nombre d'inscrits multiplié par 5. Pourtant, le film de sport semble être en difficulté depuis quelques années. Déjà, dans son volume de production. Avec le développement des plateformes de streaming, c'est 2 fois moins de contenus qui sortent en salle depuis 20 ans. Mais surtout, comment être crédible face au réel ? Le cinéma, c'est de la mise en scène, de la tricherie, c'est un produit final qui est scénarisé, à l'opposé total du sport finalement. Alors comment est-ce que malgré toutes ces difficultés, il a su innover dans sa représentation du sport à l'écran ? Aujourd'hui, on se penche sur les secrets de vos films de sport préférés. Bon, le sport c'est cool, mais qu'est-ce que c'est cher ? 87€ pour une place au prochain match du PSG, et en plus, c'est même pas les meilleurs sièges. Alors j'avoue, je les regarde en ligne parce que là au moins c'est gratuit. Comment ça, gratuit ? Tu connais pas l'astuce ? Les matchs de Ligue 1 sont dispo en Belgique sur le site de la RTBF, donc t'as juste à changer ta localisation avec CyberGhost VPN. Tu changes ton IP partout dans le monde pour contourner les géorestrictions. Comme ça tu débloques l'entièreté des catalogues Netflix, Disney+, HBO Max et plus de 40 autres. Pratique pour regarder ta nouvelle série sur les courses auto partout. Avec les mêmes abonnements, t'as plus de 40% de contenu supplémentaire disponible en français. Ah, ok, mais du coup pour mon match de foot, je fais comment ? Simple, avec CyberGhost VPN tu fais des économies. Billets d'avion, hôtel, si tu passes par une IP locale, t'as toujours des meilleurs prix. De quoi mettre de côté pour prendre les meilleures places. Oh, t'as raison, c'est génial ! Allez l'OM, allez ! Mauvaise équipe Tero, attention, je crois que tes supporters te poursuivent. Heureusement, CyberGhost VPN cache ton IP, ils te rend aussi invisible qu'un fantôme à l'abri des attaques informatiques et des colères des fans. En plus, il a une excellente note sur Trustpilot, super simple à utiliser, 38 millions d'utilisateurs, service client en français 7 jours sur 7, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Sur Cinématrash, on vous fait une super offre, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits, le tout sur cet appareil, pratique pour partager en famille ou entre amis, 2€ par mois, qu'il soit sur PC, mobile, console, Smart TV, ça marche. Le lien est en description, allez voir ça. Le trio gagnant. Est-ce que vous saviez que l'histoire du sport au cinéma, elle a commencé avec un simple pari ? En 1878, un milliardaire américain passionné d'équitation affirme qu'un cheval qui galope a, à un moment donné, ses 4 sabots en l'air. À l'œil nu, impossible de le prouver, alors il engage Edward Muybridge, un photographe anglais qui va shooter l'une de ses bêtes avec 24 appareils en même temps, pour obtenir un résultat équivalent à 12 images par seconde. Un cliché qui fera rapidement le tour du monde, parce que pour la première fois, l'homme décompose le mouvement par la photographie. Et ça tombe bien parce que de l'autre côté de l'Atlantique, à la même période, un Français vient de mettre au point l'ancêtre de la caméra, le chronophotographe, un appareil qui permet de prendre une série de photos en rafale. Avec cet outil, il va photographier la pratique de plusieurs activités, saut à la perche, athlétisme, escrime, tout ça dans l'optique de comprendre plus en détail le mouvement. Si pour l'instant c'est surtout une approche scientifique qui est recherchée, il ne faut pas longtemps pour que la vidéo pointe le bout de son nez. Dès 1891, soit 4 ans avant l'invention du cinéma, l'américain Edison prête sa caméra argentique pour filmer Men Boxing, la toute première trace vidéo de sport à l'écran. Évidemment, c'est très court et sans aucun son, mais ça suffit pour créer l'engouement et d'un coup, les films de boxe se multiplient. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi la boxe ? Parce que bon, c'est un sport qui plaît, mais loin d'être le plus populaire à l'époque. Et ben simplement parce que la durée d'un round équivaut à celui d'une pellicule, là où filmer un match de foot ou une partie de cricket, c'est un bien plus grand défi. Mais revenons à notre sujet. Et si depuis 10-15 ans on commence à voir les premières ébauches du sport à l'écran, c'est dans la vraie vie qu'il prend le plus de place. Début du 20e, c'est le premier âge d'or du sport, qui se professionnalise de
plus en plus, notamment avec le lancement d'organisations, de structures qui sont toujours là aujourd'hui. Les Jeux Olympiques modernes, lancés par Pierre de Coubertin en 1896, 7 ans plus tard, c'est le Tour de France qui fait son apparition, et plus globalement, ce sont des dizaines et des dizaines d'équipes sportives qui émergent à cette période. Et on a des traces de tout ça. Même s'il n'y a aucune ambition commerciale derrière, tout est filmé, documenté, entre autres par la filiale d'archives de Pathé, ce qui permet de faire rayonner le sport européen à l'échelle mondiale. Le point d'honneur de cette documentation, il arrive en 1912, à l'occasion des Jeux Olympiques de Stockholm, où un film de plus de 2 heures voit le jour. L'idée, c'est d'y montrer l'ambiance, les épreuves, mais surtout l'engouement provoqué par l'événement, ce qui va donner des idées aux cinéastes du monde entier. Et ça y est, le mouvement est lancé. Les premiers à intégrer le sport à leurs histoires, ce sont les Américains, qui sont en pleine époque burlesque, un sous-genre de la comédie. En tête d'affiche, des grands noms comme Charlie Chaplin ou Buster Keaton, qui voient à travers le sport la possibilité d'ajouter des éléments comiques à des situations de tous les jours. Dans Charlotte Boxer, par exemple, Chaplin y interprète son personnage de vagabond qui devient boxeur improvisé en cachant un fer à cheval dans son gant. Même chose avec Sportif par amour, l'histoire d'un intello qui déteste les activités sportives, mais qui va s'y essayer pour séduire la femme qu'il aime. En fait, toutes les comédies sportives de l'époque, du muet jusqu'aux années 50 environ, vont pour la plupart créer une première version de l'outsider, personnage qui deviendra récurrent par la suite. L'outsider, c'est celui en qui personne ne croit, qui n'a pas les capacités pour réussir, mais qui parvient à ses fins grâce à sa détermination et parfois un peu de chance. En parallèle, la présence accrue du sport au cinéma fait aussi office de passerelle pour les sportifs qui veulent se réorienter après leur carrière. L'exemple le plus connu, c'est celui de Johnny Weissmuller, légende de la natation américaine, 5 fois médaillé d'or, qui grâce à son physique avantageux et sa gueule de jeune premier, deviendra Tarzan sur plus d'une dizaine de films. Et pour le coup, cette transition sport-cinéma, elle existe aussi en France. Le boxeur Georges Carpentier sort Le Roman de Carpentier en 1913, un biopic romancé sur sa carrière et ses titres de champion de France et d'Europe. Bon alors Carpentier n'a pas forcément eu une grande carrière derrière, mais c'est loin d'être le seul à avoir sauté le pas. On pense notamment à des talents comme Lino Ventura qui vient de la lutte, Belmondo qui s'est essayé à la boxe dans sa jeunesse, ou alors plus récemment l'ex-footballeur Eric Cantona. Et bien sûr c'est sans compter tous les caméos de sportifs, le plus souvent dans des comédies, qui nous font nous demander si parfois c'est pas mieux de rester concentré sur le sport. Pourquoi parler quand on peut voler? Restons en France parce que nos réalisateurs commencent eux aussi à ajouter une touche sportive à leurs intrigues. Mais contrairement au modèle américain, ici le sport n'est utilisé que comme une toile de fond, un motif pour justifier une histoire, une évolution de personnage. Ça passe par un pitch plus sérieux, mais surtout une mise en scène qui va tenter de sublimer le sport, de le filmer comme jamais auparavant. Dans La Grande Passion, par exemple, on y suit l'histoire d'un homme qui doit faire un choix entre le rugby et la femme qu'il convoite. Simple sur le papier, mais dans les faits, on n'a jamais vécu le rugby d'aussi proche, depuis la ligne de touche, directement sous la mêlée ou au plus près d'un joueur. Cette volonté de réalisme, on la retrouve aussi dans les documentaires sportifs, un genre qui plaît particulièrement à l'époque. On s'envole avec les skieurs dans Le Stade Blanc, film suisse sur les Jeux d'hiver de 1928, ou alors en apnée dans La Natation par Jean Taris, l'une des premières fois où des plans subaquatiques sont montrés. En fait, ces belles images, c'est quelque chose que les représentants politiques affectionnent et qui mettent en valeur la grandeur sportive et culturelle de leur pays. En particulier Hitler, pour qui les films de propagande sont monnaie courante et qui, avec l'organisation des JO de Berlin en 1936, fait appel à sa réalisatrice pour produire Les Dieux du Stade. Malgré le contexte dans lequel ça sort et le fait que c'est fait par les nazis, c'est considéré comme le meilleur film de sport. Tout est une prouesse technique. On a des travelling, de la contre-plongée, des effets de montage, des ralentis. En bref, c'est ce documentaire qui pose les bases de comment le sport devrait être filmé à la télévision ou au cinéma dans le futur. Mais l'ironie du sort, c'est que Hitler, qui voulait avant tout montrer la grandeur allemande avec ses jeux, c'est une foirade totale. Si l'histoire s'en souvient encore aujourd'hui, c'est pour ce moment historique, ce podium dominé par l'américain Jesse Owens devant les coureurs du Troisième Reich. Un exploit majeur, mais surtout ultra symbolique, qui fait de Owens une figure héroïque du monde libre, et qui va par la même occasion faire basculer le cinéma de sport américain dans un nouveau sous-genre, le biopic sportif. Raconter la vie des grands de ce monde, c'est pas nouveau. Les US le faisaient déjà sur des figures politiques ou
militaire. Mais avec la version sportive, c'est l'étendard ultime du rêve américain. La preuve qu'aux États-Unis, tu peux devenir celui que tu as envie d'être. Et c'est d'autant plus crédible que beaucoup de grandes figures sportives de l'époque sont pour la plupart des enfants d'immigrés, des modèles de réussite qui font rêver des millions de gamins à travers le pays. Dans Pride of Yankees, par exemple, on en apprend plus sur la vie de Lou Gehrig, fils d'immigrés allemands qui grandit dans un quartier difficile avant de devenir une légende du baseball. Même chose avec Knut Rockne, All Americans, un titre plus qu'évocateur à propos d'un jeune immigré norvégien qui débarque à Chicago à la recherche d'une vie meilleure. On lui offre la possibilité d'étudier à l'université et en parallèle, il devient un grand espoir du football américain. Il se trouve une belle épouse, patati patata, voilà l'American Dream au max. Alors ok, pour l'instant on a fait l'Europe, on a fait les États-Unis, mais il y a une troisième grande tendance qui commence à prendre racine en Asie et qui va bientôt déferler sur le monde, les films d'arts martiaux. Déjà présents depuis les années 40 dans le cinéma de Kurosawa, à partir des années 70, les films d'arts martiaux explosent en allant puiser ses inspirations dans les différents styles de cinéma asiatique. Ce regain d'intérêt, c'est aussi dû au fait que le public se désintéresse petit à petit des films de sabre et de samouraï pour les combats à main nue et les histoires de vengeance. Et évidemment, comment aborder le genre sans mentionner le maître en la matière, Bruce Lee. Révélé au monde dans The Big Boss, l'histoire d'un jeune chinois qui doit protéger les siens contre des trafics de drogue. Lee impressionne par sa virtuosité et son exécution dans les combats, du jamais vu jusque-là. À ça, vous ajoutez des cascades impressionnantes, mais surtout une violence sèche. Rien qu'en regardant l'écran, on ressent le coup. Après son succès, Lee va enchaîner par ce qui deviendra deux des plus grands classiques du genre, La Fureur de vaincre et La Fureur du dragon. Ça, avant de trouver tragiquement la mort l'année suivante d'un œdème cérébral, laissant un vide immense sur le monde des arts martiaux. Enfin, un vide qui va vite tenter d'être comblé par ce qu'on appelle la Bruceploitation, une tentative des studios pour trouver un acteur similaire et continuer de surfer sur le succès du genre. C'est comme ça qu'on a le droit à des gars comme Bruce Lee, pas le même du coup, mais aussi Dragon Lee, Bruce Lee ou encore Bruce Liang. Une tripotée d'acteurs donc, mais aucun qui va réussir à raviver la flamme. Jusqu'à l'arrivée d'un certain Jackie Chan, qui ajoute une dimension comique à ses films, tout en mettant un point d'honneur à faire ses propres cascades et autres acrobaties à couper le souffle. Ça donne des résultats comme Le Maître Chinois ou L'Irrésistible, des productions qui vont lui donner une notoriété internationale et ouvrir le film d'arts martiaux, d'abord à Hollywood, avec l'émergence de grandes figures du genre, mais aussi à la France, où on aura le droit à une petite dose de films de combat, un phénomène qui va disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Maintenant, et pour conclure sur les arts martiaux au cinéma, on aimerait votre avis sur le sujet. Est-ce que, avec l'intégration par Hollywood, et donc la surviolence qui va avec, est-ce que ces films n'auraient pas dénaturé l'héritage de base des arts martiaux, à savoir la maîtrise de soi ou l'enrichissement de l'individu? Quand Van Damme débarque avec Bloodsport, qu'on peut littéralement traduire par sport de sang, on peut se demander si la curiosité morbide du spectateur pour le toujours plus n'aurait pas pris le dessus sur les ambitions de base de ce sport. On attend vos avis et on enchaîne avec les règles du jeu. Tout à l'heure, on a parlé d'un premier âge d'or au début du XXe siècle, mais c'est rien comparé à la frénésie sportive qui touche le monde à partir des années 70. Déjà, le sport est de plus en plus accessible et la presse spécialisée offre un suivi sur l'actualité du monde entier. En plus de ça, chaque discipline est portée par des talents, des stars qui sont les visages de leur sport. Tout ça, ça offre une surmédiatisation de dingue, et c'est évidemment la télévision qui en bénéficie le plus. En fait, et c'est là que le cinéma commence à flipper, rien n'est plus immersif ou vecteur d'émotion que la télévision. À quoi bon mater la gloire d'un sportif qui n'est même plus d'actualité à travers un biopic quand on peut suivre l'histoire en direct depuis son salon? C'est maintenant que le cinéma doit trouver sa valeur ajoutée, le truc en plus que la télé ne pourra jamais apporter. Cette révolution, ça commence d'abord par la forme. Dans Grand Prix, film de Formule 1 sorti en 1966, le public découvre des points de vue directement depuis l'habitacle, sur la piste comme sur le pilote. Ça paraît tout con, mais voir les yeux du pilote, c'est parfait pour se mettre à sa place. Et quand d'un coup vous vous demandez où en est la course et si votre poulain est bien placé, paf, un plan aérien pour bien situer les bolides. On peut aussi citer les films de Scorsese, qui s'essaye au sport par 2 fois dans les années 80. D'abord avec Raging Bull, où la caméra se retrouve dans le ring, parfois même directement devant le combattant, et là, travail de montage entre ralenti et accéléré pour que les impacts aient l'air encore plus percutants. Ensuite avec La Couleur de l'argent, film qui met en scène un jeune Tom Cruise dans les gants d'un joueur de billard professionnel. Ici, hors de question de filmer la discipline par le dessus, comme dans la retransmission télé. Non, à la place on fait déplacer la caméra pour qu'elle soit mobile autour de la table. Et évidemment, comment parler d'innovation technique sans mentionner Rocky. Le troisième dans l'histoire a utilisé le Steadicam, ce stabilisateur qui permet de suivre sa cible sans que ça tremble.
Maintenant, quand la mise en scène ne suffit pas, ou que les acteurs sont tout simplement très mauvais quand il s'agit de faire du sport, c'est là que les effets spéciaux entrent en jeu. Ça peut être pour rendre plus vivantes les parties comme dans La Plus Belle Victoire, ou alors à l'inverse, décupler les performances, les rendre à la limite du réel, comme dans Ping Pong, ou encore le fameux Shaolin Soccer. Et quand ce n'est pas le sport même qui profite des effets spéciaux, ils sont utilisés sur les spectateurs, comme dans Moneyball, où des tribunes tout entières sont rajoutées en post-production. Et d'ailleurs, parlons supporters, le point commun à tous les sports. Si on veut pousser le réalisme, c'est essentiel de rendre le stade ou l'arène vivante, qu'on ressente l'engouement du public. Pour ça, plusieurs moyens sont possibles. Artificiellement donc, mais on peut aussi se la jouer à l'ancienne en utilisant seulement une dizaine de vrais supporters qui s'agitent au premier plan et gonfler la foule dans le fond en utilisant des silhouettes ou des mannequins. Et si ça ne suffit pas, il y a toujours la méthode ultime, tournée pendant un vrai match, comme dans Jerry Maguire. Maintenant, c'est surtout sur le fond que les films de sport ont évolué. Il faut comprendre qu'à cette période, en Europe comme aux US, les disparités sociales s'accélèrent. Pas mal de ménages s'enfoncent dans la pauvreté et pour beaucoup, le sport est un moyen d'évasion. Que tu sois riche ou pauvre, sur un terrain, tout le monde est pareil. C'est cette réalité que les films de sport vont mettre à l'honneur en abordant des thèmes plus pessimistes, plus sombres, en lien avec la réalité sociale de leur époque. On en a parlé juste avant, mais Rocky est l'exemple même de cette nouvelle façon de faire, avec la volonté de mettre en lumière les invisibles. Cette ambiance défaitiste, on la retrouve aussi en France, avec des films comme À mort l'arbitre ou Coup de tête, deux comédies de football satiriques qui cherchent à montrer les dérives du sport, que ce soit au niveau des supporters ou alors dans les valeurs discutables du succès. Autre grande avancée, toujours en lien avec cette évolution des mentalités, les cinéastes s'autorisent enfin à filmer des femmes sur des premiers rôles, là où jusque-là, elles servaient juste de soutien émotionnel. Si le succès de $1 Million Baby est la preuve que le sexe du sportif ne joue en rien dans la qualité de l'histoire, certains films vont encore plus loin en ajoutant des revendications sociales fortes aux propos d'origine. Dans Joue-la comme Beckham, on suit une adolescente indienne qui rêve secrètement de devenir footballeuse mais qui voit ses ambitions freinées par le simple fait qu'elle est une femme. Même chose avec Hors-jeu, un film qui base son histoire sur la réalité iranienne où les femmes n'ont pas le droit d'assister au sport. Malgré ça, des supportrices vont se déguiser en hommes et infiltrer un groupe de supporters pour encourager leur équipe à la Coupe du Monde de football. Cette idée de revendication sociale à travers le film de sport, c'est d'ailleurs devenu un point commun pour bon nombre de pays et de réalisateurs qui profitent de l'histoire avec un grand H pour raconter ce qu'on ne doit pas oublier. Prenons les États-Unis par exemple. La réalité sportive, c'est que leurs disciplines majeures sont dominées par des sportifs noirs. Pourtant, on est témoin régulièrement d'histoires de racisme, alors même que la ségrégation raciale est abolie depuis 1967. Dites-vous même qu'avant cette date, les joueurs de couleur étaient interdits de jeu. Et dans les meilleurs cas, ils pouvaient seulement jouer en étant séparés des sportifs blancs. Malgré ça, on a vu des pionniers débarquer et combattre ces idées reçues pour se faire une place dans un milieu qui leur était hostile. Pour le coup, les exemples ne manquent pas. On a eu le droit à Ali, biopic sur le boxeur et son engagement en faveur des droits civiques, ou alors plus récemment 42 qui revient sur le parcours de Jackie Robinson, le premier joueur noir à intégrer la Ligue de baseball américaine. Et évidemment, ça ne se cantonne pas seulement à la question du racisme, les US, comme des dizaines d'autres pays, ont abordé les grands conflits récents par le prisme du sport, et d'ailleurs, le plus souvent, via le football. On pense notamment à nous la victoire, un film qui raconte le quotidien de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et d'un match organisé contre les soldats allemands. Même si le film n'est pas resté dans les mémoires, il a le mérite d'avoir réuni au casting quelques légendes de la discipline, comme Pelé ou encore l'anglais Bobby Moore, preuve que le sujet dépasse de loin toutes les frontières. Maintenant, c'est loin d'être le seul conflit à avoir été traité via le ballon rond. Et pêle-mêle comme ça, on peut vous trouver des sujets comme la guerre du Vietnam dans The Boys in Company, la tension entre les deux Corées avec On the Pitch, la guerre d'Irak dans Kick-Off, le conflit israélo-palestinien dans Cup Final, ou encore la dictature brésilienne dans L'année où mes parents sont partis en vacances. Le football nous offre d'ailleurs une transition parfaite pour faire un constat. Même si les sujets traités avec ces œuvres sont importants, quand on parle football pur, la réalité c'est que ce sport n'a aucun film référence, alors même qu'il est le plus populaire de la planète. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, c'est un sport qui n'intéresse pas forcément les États-Unis, et comme ce sont eux qui produisent la plus grande majorité des films de sport, par A plus B, on se retrouve lésé sur le sujet. Le second point, c'est que les footeuses sont naturellement élevées au rang de mythes. On parle d'eux comme de véritables héros. Des héros qui ont beaucoup plus de valeur que n'importe quel personnage de film. Impossible de les concurrencer. Et enfin, surtout, le foot, c'est pas vraiment esthétique à regarder. Un immense rectangle vert, plus d'1 heure et demie de jeu, des moments creux, et parfois ça se termine sur un match nul. Faut avouer que ça n'a pas la tragédie naturelle d'un combat de boxe. Pourtant, il existe des œuvres qui ont réussi à capturer l'essence même du football et des autres sports, tout ça en s'inscrivant dans la quête ultime du réel.
Un soir d'avril 2005, le Real de Madrid reçoit Villarreal. Sur le papier, c'est un match plutôt classique, pourtant il va rester dans les mémoires. Pas pour le score, ça se termine sur un petit 2-1 en faveur de Madrid, rien d'impressionnant. Non, si on s'en souvient aujourd'hui, c'est pour lui, pour ce joueur qui devient le centre d'attention le temps d'une soirée. Le dispositif est simple, 17 caméras, toutes braquées sur le grand Zidane. L'idée, c'est d'être en intimité totale avec le joueur, capter les regards, le souffle, la concentration. Si le format change de d'habitude, Zidane, portrait du 21e siècle, s'inscrit dans la mouvance des docus sportifs, sûrement le genre le plus légitime dans la représentation du sport. Le documentaire, c'est un genre qui ne s'épuise pas et qui fascine depuis toujours. Déjà parce que le sportif devient accessible. D'un coup, on se rend compte qu'ils ont aussi leurs problèmes, leurs doutes ou tout simplement une vie de famille à gérer, que le sport de haut niveau n'est finalement qu'un job comme un autre. Ça enlève cette étiquette de star qu'ils peuvent avoir et tout le storytelling qui les entoure. Prenons Mohamed Ali The Greatest. Sorti en 1974, c'est sûrement l'un des documentaires les plus importants de l'époque moderne. Pendant près de 10 ans, le cinéaste a suivi celui qui deviendra le meilleur boxeur de tous les temps, de son premier titre jusqu'au combat du siècle, le fameux Rumble in the Jungle. En plus d'avoir capturé l'un des événements sportifs les plus marquants de l'histoire, le réalisateur a surtout rendu Mohamed Ali accessible aux yeux de millions de gens, ce qui, au passage, affirme sa légende encore plus. Bon, en l'occurrence, Ali était déjà un mythe avant la sortie du docu, ce qui a sûrement facilité le succès, mais pas obligé de se concentrer sur un élément populaire pour devenir du contenu qui touche tout le monde. Dans Hoop Dreams, on suit le quotidien de deux jeunes basketteurs noirs à Chicago, avec leur rêve d'un jour rejoindre la NBA et les épreuves qu'ils doivent traverser malgré leur jeune âge. Aucune célébrité ne porte le film, et pourtant le documentaire fait un carton, jugé encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs contenus basket, et ira jusqu'à être nominé aux Oscars, une première pour un docu sportif. Le truc maintenant, c'est que cette recherche d'authenticité propre au documentaire, elle semble avoir un peu disparu au profit de la culture de l'instant, de contenus qui surfent sur une actualité récente pour trouver un public facile. Ça peut sembler être du détail, mais pour les diffuseurs, l'essentiel, c'est que vous soyez sur leur chaîne à eux, pas à une autre. Et donc, en jouant sur la nostalgie des fans, en proposant quelque chose de réchauffé ou juste plutôt simple dans son approche, on peut se demander si les spectateurs ne sont pas juste pris pour des cons. C'est par exemple le cas avec Les Yeux dans les Bleus, documentaire qui suit l'équipe de France 98 pendant la Coupe du Monde, diffusé pour la première fois 2 jours après la finale. C'est un énorme succès avec 2,5 millions de téléspectateurs. Mais depuis, le docu est diffusé avant chaque compétition des Bleus, et le succès est toujours au rendez-vous, même 20 ans après. Cette nouvelle stratégie de diffusion, elle est en totale adéquation avec les ambitions des plateformes, qui cherchent à avoir toujours plus d'abonnés et qui donc, en créant du contenu documentaire en masse, fidélisent de nouveaux fans qui veulent voir la vie de leur sportif préféré. Ça a pris un tournant depuis 2019 avec Formula One, Drive to Survive et The Last Dance. 2 contenus originaux sur Netflix qui ont pour objectif de faire patienter les fans jusqu'à la prochaine compétition. Sauf que, et c'est là que ça pose problème, la prochaine compétition, elle sera justement sur une de ces plateformes. C'est pas pour rien que les géants du streaming se mettent à acheter les droits de diffusion des sports populaires, tout en produisant du contenu sur le même sujet. L'idée, c'est de créer un réseau de contenu et de faire pencher la balance en leur faveur. Prenons Canal, qui possède les droits de diffusion pour les grosses affiches de NBA. Et bah hop, d'un coup, petit documentaire sur Wembanyama, nouvelle pépite du basket français que même ta grand-mère connaît. Même chose avec la Formule 1, propriété de Apple, mais accessible depuis Canal, qui par la même occasion sort une tripotée de documentaires sur le sujet. Et on pourrait continuer encore longtemps. Dès qu'un sujet émerge, il faut à peine quelques semaines pour qu'on se mange des tonnes de contenu. Évidemment, c'est loin d'être un souci, si ça trouve son public, bah tant mieux. Mais devant une telle prolifération de contenu, on peut se demander quel avenir pour le documentaire sportif, qui petit à petit perd sa légitimité. En fait, ça peut avoir un air forcé, avec une mise en scène qui se ressent, et parfois même c'est produit par les concernés, comme dans Beckham, financé par le studio 99, son propre studio. Mais à l'image des films de sport traditionnels, ou en tout cas ceux qui s'inscrivent dans le sens de la fiction, le documentaire est voué à évoluer. Cette évolution, les autres genres l'ont déjà fait pour apporter de la nouveauté et se tenir à flot face à la concurrence. Et d'ailleurs, ça va continuer dans ce sens. Récemment, on a eu le droit à des films qui ont abordé la question de l'homosexualité ou alors de l'handicap dans le sport, des thèmes qui jusque-là étaient complètement absents de notre époque. En fait, peu importe le genre, le cinéma est un miroir. Tant que la société évoluera, les films suivront et un vent de fraîcheur continuera de toucher notre cinéma. Encore merci à CyberGhost VPN, protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois grâce au lien en description.